Le deep learning, ou apprentissage profond, on en entend parler partout. C'est une de ces technologies qui a avancé tellement vite, tellement fort, que ça a l'air presque magique. Mais vous savez, comme pour n'importe quel bon tour de magie, le vrai plaisir, c'est de comprendre le truc. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va aller jeter un œil derrière le rideau. Pour vraiment comprendre l'impact de ce dont on parle, il faut prendre un instant pour réaliser à quel point tout a changé et surtout à quelle vitesse. En à peine 10 ans, le monde de l'intelligence artificielle il est devenu totalement méconnaissable. Regardez juste cette chronologie. C'est assez fou, non? En 2015, le top du top de l'IA, c'était ça. Cette espèce d'image floue et un peu étrange. 5 ans plus tard, hop, on avait des visages humains parfaits, mais bon, ils étaient statiques. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'une simple image. On parle d'une personnalité complète avec qui on peut avoir une conversation en direct. Le saut il est absolument vertigineux. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus parlant. En 2020, pour faire ce genre de choses, il fallait des heures et des heures de données, des milliers de dollars en puissance de calcul, tout ça pour un résultat qui était figé, scripté. Aujourd'hui, quelques minutes d'enregistrement audio suffisent pour démarrer une conversation en direct, et ça ne coûte presque rien. On a littéralement inversé l'équation. Et tout ça, ça nous amène à des moments complètement surréalistes, comme celui-ci. Imaginez un peu la scène, avoir une discussion en temps réel avec son propre clone vocal. Ce qui était de la pure science-fiction il y a quelques années est devenu une démonstration technique. Bon, maintenant qu'on a vu la magie, essayons de comprendre comment elle fonctionne vraiment. Pour bien comprendre le deep learning, il faut d'abord le situer correctement. Ce n'est pas un concept isolé, il fait partie d'un ensemble bien plus vaste. Allez, on va décortiquer tout ça, couche par couche. Alors, tout en haut de la pyramide, on trouve l'intelligence artificielle, l'IA. Ça, c'est le grand concept, l'idée générale de construire des machines capables de traiter de l'information pour prendre des décisions, un peu comme le ferait un cerveau humain. Juste en dessous, on a une branche spécifique de l'IA, le machine learning, ou l'apprentissage automatique. Ici, la philosophie change un peu. Au lieu de donner des règles précises à la machine, on lui donne des tonnes et des tonnes d'exemples et on la laisse trouver les patrons, les schémas par elle-même. C'est vraiment l'apprentissage par l'expérience. Et enfin, on arrive au cœur de notre sujet, le deep learning. C'est une technique particulière de machine learning qui utilise des structures qu'on appelle des réseaux de neurones. Et le mot profond vient du fait que ces réseaux ont de nombreuses couches superposées, ce qui leur permet de déceler des relations incroyablement complexes dans les données, bien au-delà de ce que les méthodes plus anciennes pouvaient espérer faire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que toute cette complexité, toute cette puissance dont on vient de parler, eh bien tout ça repose sur un seul et unique élément de base. Une toute petite brique qui est simplement répétée des milliers, voire des millions de fois. Et voici cette fameuse brique, le neurone artificiel, qu'on appelle aussi perceptron. Son fonctionnement est en fait étonnamment simple. D'abord, il reçoit des données, ce sont les entrées. Ensuite, il accorde une importance plus ou moins grande à chaque entrée grâce à un poids. Après, il ajuste le tout avec ce qu'on appelle un biais. Et enfin, il fait passer le résultat dans un filtre, la fonction d'activation, pour décider de sa réponse finale. C'est tout, 4 petites étapes. On pourrait se dire, ok, les 3 premières étapes, ce sont des calculs assez simples, des maths de base. Mais cette dernière étape, cette fonction d'activation non linéaire, pourquoi est-elle si cruciale? Pourquoi on ne peut pas s'en passer? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que le monde réel, lui, n'est pas simple du tout. Il n'est pas linéaire. Un modèle qui se contenterait de calculs linéaires ne pourrait tracer que des lignes droites. C'est comme essayer de trier des tas de sable colorés mélangés avec une simple règle. Ça ne marche pas. C'est cette touche de non-linéarité qui donne au réseau la flexibilité de dessiner des frontières complexes, de s'adapter au désordre et aux nuances du monde réel. Bon, on a l'architecture de base, nos briques de construction. Mais au début, un réseau de neurones, il est complètement bête. Il ne sait rien faire. Alors comment est-ce qu'il devient intelligent? C'est tout le processus d'apprentissage. La toute première chose dont le réseau a besoin, c'est un moyen de savoir s'il a bien répondu ou s'il s'est complètement planté. C'est le rôle de la fonction de perte. En gros, c'est juste un score qui mesure son erreur. Plus le score est élevé, plus la prédiction est mauvaise. L'objectif de tout l'entraînement, c'est donc de rendre ce score le plus bas possible. Et pour minimiser ce score, on utilise un algorithme qui s'appelle la descente de gradient. L'analogie est assez parlante. Imaginez que le score d'erreur est un paysage avec des montagnes et des vallées. Le but, c'est de trouver le point le plus bas de la vallée. On commence à un endroit complètement au hasard. On a les yeux bandés. On tâte le terrain avec ses pieds pour sentir la direction de la pente la plus forte et on fait un petit pas dans la direction opposée, vers le bas. Et on répète ça, encore et encore, des millions de fois, jusqu'à arriver tout au fond. C'est exactement ce que fait l'algorithme avec les poids du réseau.
Mais attention, il y a un piège assez classique. Un modèle qui a beaucoup de mémoire, un réseau très puissant, pourrait devenir trop bon à ce jeu et finir par tricher. Il pourrait simplement mémoriser les réponses par cœur, sans rien comprendre du tout. C'est pour ça que le véritable objectif, ce n'est pas d'avoir un score parfait sur les données d'entraînement, celles qu'il a déjà vues. Le but ultime, c'est que le modèle soit capable de généraliser ce qu'il a appris pour être performant sur des données complètement nouvelles qu'il n'a jamais rencontrées. C'est toute la différence entre le par cœur et la véritable compréhension. Visuellement, ça donne ça. À gauche, on a le sous-ajustement. Le modèle est trop simple. Il passe à côté de la vraie tendance. À droite, c'est le contraire, le surajustement. Le modèle est tellement zélé qu'il colle parfaitement aux données, y compris aux petites imperfections, au bruit. Il a mémorisé, mais il n'a rien compris. Ce qu'on veut, c'est cet équilibre parfait au milieu, le bon ajustement. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège du par cœur? Il y a une technique très ingénieuse pour ça, qui s'appelle le drop-out. L'idée est toute simple. Pendant la phase d'entraînement, à chaque étape, on va éteindre au hasard une partie des neurones du réseau. Ça force le système à ne pas trop compter sur un neurone en particulier ou sur un chemin d'information unique. Un peu comme si on entraînait une équipe en forçant certains joueurs à rester sur le banc au hasard à chaque match, pour que les autres deviennent plus polyvalents et robustes. On a donc vu comment ces modèles sont construits et comment ils apprennent. Ils n'ont pas de compréhension du monde au sens humain, mais ils sont extraordinairement doués pour trouver des motifs, même très subtils, dans les données qu'on leur donne. Et ça nous amène à une question fondamentale. Si toute cette intelligence, toute cette performance ne vient que des données, que se passe-t-il quand ces données sont imparfaites, quand elles sont incomplètes, ou pire, quand elles sont pleines de nos propres biais? C'est sans doute là que réside le plus grand défi et la plus grande responsabilité de cette technologie.